Bonjour à tous et bienvenue sous notre baobab, sous notre arbre à palabres et bienvenue dans ce nouvel épisode sous l'arbre à Kuma. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'aime beaucoup. Je vous en dirai plus tard, mais en fait, comment cette idée m'est venue, c'est parce que j'ai pensé au fait que même moi, d'abord moi, d'abord moi en premier, il m'arrive d'avoir des réactions disproportionnées, des relations amicales ou amoureuses compliquées, ou même un sentiment de ne jamais pouvoir être réellement épanoui. Et grâce au livre dont je vais parler aujourd'hui dans cette émission, dont le titre est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, que j'ai découvert il y a quelque temps et qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois. En fait, j'ai compris que ces schémas sont souvent dus à des traumas d'enfance qu'on appellera blessures, ou en fait que l'auteur appelle blessures et que moi je vais reprendre ce terme-là en fait pour faire l'analyse de ce livre. Et comme je ne suis pas égoïste, j'ai décidé de partager gracieusement une analyse de ce livre et de tous les termes dont elle parle dans ce livre, dans tout ce qui est masque, qu'est-ce que sont les masques, qu'est-ce que sont les blessures, d'où viennent ces traumatismes et oui, de quels parents en fait viennent ces blessures. Ceci étant dit, je ne vous en dirai pas plus. On se retrouve après le générique. Alors, bonjour à tous. Comme je disais tout à l'heure, je vais parler d'un livre que j'ai découvert et qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé et qui, selon moi, était pertinent que je le partage sur ce podcast. Le livre s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc, je l'ai découvert dans une émission, en fait, où il y avait Coach Yoman, coach Jean-François Yoman, coach de vie que j'ai interviewé à plusieurs reprises sur ce podcast. Il m'a tellement aidé en fait ce livre, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et j'ai décidé en fait vraiment d'en faire une analyse succincte et d'en faire une émission sur ce podcast. J'insiste sur le mot succincte parce que ça va être une analyse succincte parce que je tiens à ce que vous lisiez le livre. Je ne veux pas que mon regard ou mon interprétation des termes et pas des termes parce que les termes sont très clairement définis, mais mon interprétation des explications données dans le livre, je veux qu'en fait chaque personne puisse découvrir elle-même sa propre blessure et faire poser les jalons ou bien les steps pour guérir ou sortir de ce trauma-là, quoi. Donc, je ne veux vraiment pas que moi, mon analyse, en fait, vienne teinter ça ou bien que je vous donne tout là, en fait, parce que c'est mon interprétation à moi. Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'auteur. Donc l'auteur, c'est Lise Bourbeau, qui est une auteure québécoise, fondatrice des éditions Écoute ton corps, qui est la plus grande école de développement personnel au Québec. Elle a 80 et quelques années, elle est encore en vie. Donc vraiment, que Dieu la bénisse et que Dieu lui rende au centuple, en fait, chaque vie qu'elle a pu changer à travers ce livre. Pourquoi et comment le livre m'a aidée? Donc, je me suis reconnue, en fait, dans les blessures. En fait, quand le coach Chemin en a parlé dans l'émission, je me suis dit, ah tiens, intéressant, je vais aller acheter le livre. Achète le livre, je lis. Et là, je lis, je me dis, oh, ok. Ah, je connais quelqu'un comme ça. Ah oui, ok, ok. Bon, oui, non, je comprends pourquoi ces réactions-là. Ok, d'accord. Jusque-là, ça va. Jusqu'à ce que moi-même, c'est toujours comme ça. Moi, je me reconnais dedans. J'ai dit, ouh, c'est quoi ça? Et en fait, je reconnais les blessures et je reconnais surtout le masque dont elle parle, en fait. Et je suis très coupable d'utiliser ce masque, même aujourd'hui, hein. Je vais pas mentir pour dire, «Allez, ça y est, je suis complètement guérie, ma vie a complètement changé, dada». Dio. J'insiste sur le fait que je suis humaine d'abord et la perfection n'est pas de ce monde. Sinon, ça se saurait. Bref. Heu, mais c'est surtout dans le masque que je me suis reconnue et j'ai compris en fait pourquoi j'avais développé certains automatismes et que j'avais certaines réactions par rapport à certaines situations. Et des fois des trucs qui n'ont rien à voir, quelqu'un va te faire une remarque mais absolument anodine, qui n'a absolument rien à voir et en fait, genre ça me touchait d'une manière, je dis: «Hé!» Et donc là maintenant en fait, tous ces automatismes-là ou en fait ces remarques-là que je ne comprenais pas pourquoi en fait ça me touchait plus qu'autre chose ou même certaines réactions, certaines situations me restaient avec moi en fait ou m'accompagnaient plus longtemps que ce que
que nécessaires en fait. J'ai pu les reconnaître grâce à ce livre-là et maintenant en fait je connais mon masque. J'arrive même à me rendre compte quand je le mets et les automatismes qui viennent en fait. Donc j'arrive même à, comment dire ça, à découper le chemin pour dire OK, là ça y est, ça se place. Ah, voici les réactions que j'ai, voici les automatismes qui viennent, etc., etc. Donc j'arrive maintenant en arrivant à faire ça, j'arrive à pinpoint, en fait, et dépendant des situations, parce qu'il y a des moments où oui, je laisse aller, parce que vraiment, il y a des moments, il y a des gens, ils ont besoin. Oui. Mais des fois, oui, je me rends compte qu'en fait, c'est pas nécessaire du tout et que c'est important, en fait, pour moi de rein in ma réaction et vraiment de bloquer ces automatismes-là et vraiment d'essayer une autre réaction, une autre route, en fait, et voir, en fait, le type de réaction que je reçois de l'autre côté. Et vraiment, pour l'avoir fait dernièrement, je me suis dit: «Ah ben, en fait, c'est vraiment vrai, quoi». Donc voilà et c'est de là où vraiment je me suis dit: «Écoute, il faut absolument que je fasse une émission dessus parce que c'est nécessaire». Donc là, maintenant, je vais passer à la définition des différents termes que Lise Bourbeau utilise dans son livre. Juste une petite parenthèse, le livre, vous pouvez le trouver partout, les livres se vendent, hein, Amazon et puis consorts là. D'ailleurs, même, j'ai donné une pub gratuite à Amazon, mais bon. Partout, vous pouvez trouver des livres là. Le livre s'achète là. Donc, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Donc, vous faites une petite recherche rapide là et puis ça vous emmènera où vous pourrez l'acheter en fait. Bref. Donc, je reviens à mon livre. Les termes utilisés par Lise Bourbeau dans son livre sont les suivants. Donc, elle parle de blessures et de masques. Donc, c'est les 2 termes principaux en fait qu'il faut que je définisse en fait pour que vous compreniez l'analyse de mon livre. Et après ça, elle parle des différents types de blessures et des différents types de masques qui sont associés à ces blessures-là. Donc, je vais passer à travers la définition de chaque terme pour que vous compreniez. D'abord, elle définit la blessure comme une situation de souffrance que nous vivons parce que nous n'acceptons pas qui nous sommes intrinsèquement. Je répète, la blessure, c'est une situation de souffrance que nous vivons parce que nous n'acceptons pas qui nous sommes intrinsèquement. Et donc, je cite l'auteur, lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui que la raison pour laquelle il s'incarne, c'est d'être lui-même. Donc, la raison pour laquelle il naît, c'est d'être lui-même. Notre mission sur Terre est de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Quand une expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire le jugement, la culpabilité, la peur, le regret, l'humain s'attire sans cesse et circonstances et les personnes qui lui font revivre cette expérience. Et en fait, ça me fait vraiment penser à quelque chose que mon amie Émilie a tendance à me répéter. Euh, que Djenaba, la vie, là, c'est une école. Soit tu apprends et tu gradues, soit tu n'apprends pas et tu redoubles. Donc, quand tu gradues, là, il y a certaines expériences que tu ne revis plus. Il y a certaines personnes que tu n'as plus sur ton chemin. Ou certaines personnes avec certains types de personnalités que tu n'as plus sur ton chemin. Et je prends un exemple banal. Donc, quelqu'un qui aime, sans s'en rendre compte, des gens toxiques. Des gens toxiques toxiques plutôt ont des traits de caractère prédéfinis. Tu vois ce que je veux dire? Ou même, enfin, un autre exemple, un autre exemple dans même les relations amoureuses. Ah, j'aime les gens grands, forts, basanés, musclés, blablabla. Bla, bla, bla. Ces gens-là viennent avec des bagages. Mais tant que tu dis que c'est ton type, c'est ton genre, et tu fermes tes yeux, tu regardes rien d'autre, c'est le même genre, tu vas avoir, c'est le même type de... Tu vas revivre sans cesse la même chose. Parce que tu n'as pas compris. Donc, tu reprends la classe, tu redoubles, tu redoubles, tu redoubles. Maintenant, le jour où tu gradues, c'est là où tu te dis, ah, peut-être qu'au lieu de regarder les grands, forts, musclés, tout, peut-être je vais aller regarder les moins grands, et puis qui sont pas aussi forts ou pas aussi musclés. Donc, voilà. C'est ça. La vie, c'est une école. Tu apprends, tu gradues. Quand tu n'apprends pas, tu redoubles. C'est tout. Donc voilà. Donc selon l'auteur, l'accumulation de ces non-acceptations se fait au niveau de l'âme et crée des blessures. Et de ces blessures-là découlent des masques. Donc le fait de ne pas accepter, de vivre dans le jugement, la culpabilité, la peur et le regret, on ne fait que revivre des expériences qui vont nous laisser en fait dans ces sentiments-là. Et en fait, chaque fois qu'on accumule, chaque fois qu'il y a une expérience qui nous laisse dans ces sentiments-là de peur, de regret,
de culpabilité, on se crée une blessure au niveau de l'âme. Et la blessure, bien entendu, au lieu de la laisser cicatriser, à chaque fois, on la découpe, on ouvre. On découpe, on ouvre, on découpe, on ouvre. Et en fait, à un moment donné, pour pouvoir, parce que personne n'aime être blessé, hein, personne n'aime la douleur, donc on crée des masques pour nous protéger, en fait, de la douleur que crée cette blessure-là. Donc maintenant, je vais passer à la définition de ce que l'auteur appelle un masque. Donc, le masque, selon Lise Bourbeau, c'est une nouvelle personnalité qui sert à nous protéger. Et il y a 4 étapes, en fait, qui mènent à la création de ces masques. Donc, je vais lire le passage du livre où en fait, elle parle des différentes étapes, comment les masques arrivent et en fait, voilà. Donc, après avoir connu la joie d'être lui-même, la première étape de son existence, il connaît la douleur de ne pas avoir le droit d'agir ainsi, qui est la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est que l'enfant naît, il se dit, il peut être lui-même, genre à 100%. Et là, l'enfant connaît, parce que les parents vont tendance à avoir à le corriger, et il se dit, ah non, je n'ai pas le droit d'être moi-même. Donc, voici la première étape. Donc, la première déchirure, en fait, ou la première, première déchirure de la blessure. Je ne sais pas si ça a du sens, mais bon, vous me comprenez. Donc, la douleur, en fait, et en fait, là, il se rend compte qu'il peut pas être lui-même. Donc, la première blessure, ou première déchirure dans la blessure. Deuxième étape, c'est que il y a une douleur qui est créée parce qu'il se dit, mais à ce moment-là, je ne peux pas être moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, il comprend pas, en fait. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, on ajoute une deuxième déchirure à cette blessure. Et bien entendu, la réaction normale, c'est de se dire, ben, OK, allez, je m'en fous, je me révolte, je fais une crise et tout. Et puis là, je me dis non, que on va m'accepter comme ça, forcer, forcer, forcer. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Et donc, dans la révolte et la crise créent en fait la troisième étape ou la troisième déchirure de la blessure. Et donc, la quatrième étape, c'est de se dire, ah ben, écoute, on ne peut pas m'accepter à 100%. Deuxièmement, ça me fait mal. Donc, je ne peux pas être acceptée à 100%. Mais quand j'ai à 100%, c'est vraiment à 100%. Pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez, en fait, c'est vraiment la personnalité à 100%. C'est vraiment, si je veux lécher le sol, j'ai le droit de lécher le sol. Mais bien entendu, on se dit, on est des êtres humains, on vit en société, il faut que je corrige mon enfant pour qu'il puisse être un bon citoyen, en fait. Donc l'enfant se dit, ah là, non, mais donc ça veut dire que je peux pas lécher le sol. Si je le lèche, lécher le sol, c'est ce que j'aime faire, mais je ne peux pas le faire. Donc là, je comprends que je ne peux pas être moi-même. Deuxièmement, j'ai mal parce que effectivement là, ça descend ça descend réellement dans le cerveau que je ne peux pas être moi-même parce qu'on me juge, parce qu'on me fait culpabiliser. Et donc là, j'ai peur qu'on me rejette en tant que citoyen. Donc là, je vais rentrer dans les normes. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, je me dis, ah, mais pourquoi en fait je vais rentrer dans les normes? Non, je ne rentrerai pas dans les normes. Je vais me révolter, je vais me battre pour absolument que je puisse être quelqu'un qui lèche le sol et qu'on m'accepte dans la société. Mais après, et là, ça, c'est le troisième niveau. Et quatrième niveau, on se rend compte qu'en fait, que non. Ça peut pas marcher. Donc, là, ce que je suis obligée de faire, c'est vraiment de me créer une personnalité qui va être appealing. Comment on dit ça en français? Anyway, prenez ça comme ça. Qui va être appealing qui va faire qu'on va m'accepter et que je puisse faire partie de la société, en fait. Et donc là, voici les 4 étapes, en fait, de blessures. Donc, entre la déchirure 1 et la déchirure 4, vous comprenez que la blessure est de plus en plus profonde. Et donc, quand on arrive au 4e niveau, la personne se dit, ben, écoute, là, il faut que je me crée quelque chose, un visage ou un masque acceptable pour la société. Et donc, là, l'auteur finit avec les 5 blessures, les 5 différents types de blessures qui existent et les 5 différents types de masques qui leur correspondent. Donc, les 5 blessures qui existent, types de blessures qui existent, c'est 1, la blessure du rejet, 2, la blessure de l'abandon, 3, la blessure d'humiliation, 4, la blessure de trahison et 5, la blessure d'injustice. Et les masques qui y sont associés, c'est la blessure du fiant, la blessure du dépendant, la blessure du masochiste, la blessure du contrôlant et la blessure du régime. Je tiens à rajouter que, effectivement, l'auteur mentionne que malheureusement, il y a des personnes qui s'arrêtent à l'étape 3, c'est-à-dire qui restent dans la révolte de « je vais lécher le sol et on va m'accepter comme ça ».
et qui décident de ne pas porter de masque. Donc ces personnes-là sont sont en constante réaction, en constante colère parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils veulent absolument pouvoir lécher le sol, ils veulent absolument être acceptés comme des gens qui lèchent le sol. Donc il y a des personnes qui restent là et il y a des personnes qui move on dans la quatrième étape et qui développent leur masque. Donc, là, maintenant, je vais vous dire comment chaque masque est associé à chaque blessure. Donc, la blessure du rejet est, elle, associée au masque du fuyant. Vous inquiétez pas, je vais rentrer après dans les détails pour chaque blessure et chaque masque qui y correspond. Donc, la blessure de l'abandon est associée au masque du dépendant. La blessure de l'humiliation est associée au masque du masochiste. La blessure de la trahison est associée au masque du contrôlant. Et la blessure de l'injustice est associée au masque du rigide. Donc, 5 blessures, 5 masques qui y correspondent. Et en fait, pourquoi je veux vraiment que vous alliez lire le livre? Parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Je ne rentre absolument pas dans les détails dans cette analyse. Je préfère le répéter, vous le dire. Mais je tiens absolument à ce que vous puissiez aller prendre le temps d'aller lire le livre. Parce que franchement, il est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Parce que elle décrit même la typologie physique de chaque blessure et je vous jure que c'est vrai. La typologie physique de chaque blessure et l'alimentation, le type d'alimentation de chaque blessure, le type de maladie liée à chaque blessure, je veux dire, ça va vraiment en profondeur. Donc vraiment, 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 de grâce, allez chercher le livre, allez le lire. Voilà. Donc, je vais vous parler de chaque blessure et du masque qui correspond. Comme je dis, je vais survoler pour que vous ayez donné quand même l'appétit, en fait, du type d'information que vous pouvez trouver dans le livre. Donc, déjà, pour commencer, on va parler de la blessure du rejet et le masque qui correspond, donc le masque du fuyant. Donc, encore une fois, la blessure du rejet et le masque du fuyant. Donc, d'abord, pour commencer cette section-là, l'auteur fait la différence entre le rejet et l'abandon. Donc, abandonner quelqu'un, c'est s'éloigner de quelqu'un pour autre chose ou quelqu'un d'autre. Rejeter quelqu'un, c'est le repousser et ne pas en vouloir dans sa vie. C'est pour ça, en fait, qu'il y a ces deux blessures-là, en fait, sont mis dans deux catégories différentes. Elles n'ont même pas, le rejet et l'abandon n'ont même pas la même définition. Donc, la personne qui souffre de la blessure du rejet porte le masque du fuyant. Donc, c'est la personnalité qu'une personne développe quand elle a été victime de rejet, en fait. Donc, elle développe ce caractère-là pour éviter de souffrir ou mieux contrôler sa souffrance, en fait. Donc, l'auteur va jusqu'à même nous dire comment la blessure est acquise et de quels parents la blessure est acquise. OK? Donc, d'abord, je vous explique comment l'auteur définit les relations entre l'enfant et les parents. Donc, d'après l'auteur, le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé, lui, nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Et c'est très logique. Franchement, je n'ai pas vu le mensonge là. Donc, la blessure du rejet, dont on parle en ce moment, elle est, elle, vécue avec le parent du même sexe. Et le masque qui y correspond, c'est le masque du fuyant. Donc, quelqu'un qui a le masque du fuyant utilise beaucoup les mots tels que nul, rien, inexistant. C'est quelqu'un qui recherche souvent la solitude. C'est quelqu'un qui se sent incompris. C'est quelqu'un qui mange en petites portions. Il se réfugie beaucoup dans des types d'aliments en fait qui peuvent créer de l'excès en fait, comme le sucre, l'alcool, la drogue. Il a une grande prédisposition à l'anorexie. Et je vous dis, elle va jusqu'à décrire même la typologie physique en fait de quelqu'un de fuyant, les yeux, le regard que cette personne a. C'est vraiment encore une fois, j'insiste, hein, vraiment, je suis fatigante, oui, je sais, mais j'insiste, allez lire le livre. Parce que même, je vous dis, les gens autour de vous qui ont ce type de masque-là, parce que moi, j'ai commencé à lire, ça m'a fait penser direct à quelqu'un. Je dis, mais. Et en fait, même en lisant, j'étais là, et ça m'a permis de mieux comprendre la personne. Je suis comme. Et donc, même, je me dis, en interagissant avec la personne, en fait, il y a des choses. Et après, après savoir interagir avec la personne, en interagissant avec la personne, je l'observais, en fait. Et en ayant le livre dans la tête, j'étais, mais en fait, c'est vrai. Mais déjà physiquement, mais même les réactions de la personne par rapport à certaines choses, ou même la manière dont la personne se comportait et tout et tout. Donc, j'étais comme, ah ouais, la femme, là, elle a pas menti, en fait. Elle a vraiment étudié sa chose.
Donc, pour en revenir aux caractéristiques du fillon, c'est quelqu'un qui a généralement très peu d'amis à l'école et même au travail, qui parle peu, qui a souvent des problèmes de peau parce que, en fait, bah, le fuyant, c'est exactement ce que ça veut dire, quelqu'un qui cherche à fuir, qui ne veut pas qu'on le voit, qui ne veut pas qu'on le touche. Donc même juste l'idée d'être touché, en fait, lui développe des blessures enfin, des maladies de peau. C'est quelqu'un qui vit dans l'ambivalence, par exemple. Donc, même quand il est choisi, il se dit: «Ah non, mais c'est pas comment moi on peut me choisir?» en fait. Donc il rejette ou se rejette lui-même, en fait, et il rejette la personne qu'il a choisie. Donc c'est pas quelqu'un, il va jamais exprimer son opinion, même quand on lui demande son opinion, c'est difficile, de la donner. C'est vraiment quelqu'un qui est détaché du matériel, mais en même temps qui est perfectionniste, qui utilise beaucoup son intellect, donc et quelqu'un, en fait, qui peut aller, comme je disais, qui est dans l'ambivalence, donc aussi qui va être dans les extrêmes même. Donc quelqu'un qui t'aime profondément. Le jour où il t'aime, oh, il t'aime. Mais le jour où il t'a laissé là, où faut aller te chercher. Donc quelqu'un qui se croit sans valeur, qui est effacé, qui sait se rendre invisible. Donc ça, c'est les traits de caractère, certains traits de caractère que j'ai nommés. Mais encore une fois, allez, si vous voulez plus, allez lire le livre. Donc voilà. Mais ce qui est bien aussi dans le livre, c'est que elle s'efforce de donner les forces de des différents. Donc des personnes qui ont les personnes qui ont les différents masques, elle s'efforce de donner les forces qui viennent avec. Parce qu'effectivement, tout est balancé dans la vie. On a une main droite, une main gauche. On a deux yeux, on a deux narines. Donc voilà. Donc quelqu'un qui met un masque pour pouvoir être plus, pour être accepté en société ou pour être accepté en général, développe aussi des forces, en fait, qui vont servir, en fait, aussi dans la société. Donc, les forces liées à quelqu'un qui vit la blessure du rejet, donc qui a mis le masque du fuyant, c'est une personne qui est capable, qui sait mougne, quoi, vraiment. Moi, quand je lisais ça, j'ai dit, ouais. C'est des personnes qui savent en prendre beaucoup sur elles, qui savent endurer, qui ont une bonne endurance au travail en général, des personnes débrouillardes dotées d'une capacité de créer, d'inventer, d'imaginer, parce que c'est des personnes qui recherchent beaucoup la solitude. Donc, elles sont, comme je disais, elles utilisent beaucoup leur intellect. Donc, elles sont beaucoup dans leur tête, en fait. Donc, c'est qui a une grande capacité d'imagination, qui sont très efficaces et souvent pensent à beaucoup de détails, en fait, auxquels, enfin, j'ai envie de dire, le commun des mortels ne penserait pas. Donc, voilà. Ça, c'est pour les personnes qui vivent la blessure du rejet et en retour portent le masque du fiant. Donc là, maintenant, on va parler des personnes qui, elles, ont vécu la blessure de l'abandon et qui, en retour, mettent le masque du dépendant. Donc, abandonner, comme je l'ai défini tantôt, c'est s'éloigner de quelqu'un pour autre chose ou quelqu'un d'autre. Donc, et pas vouloir, ou bien juste même le fait de ne pas vouloir s'occuper de quelqu'un est vu comme un abandon, en fait. Donc, mais ce qui est drôle, enfin, ce qui est drôle, oui, en fait, et même quand je préparais l'émission, justement, la personne à qui je préparais l'émission me disait: «Ah oui, mais est-ce que le fait de se faire bully à l'école, et cetera, est-ce que la blessure de l'abandon notamment ne peut pas être vécu, par exemple, à l'école avec des amis parce que les gens veulent pas jouer avec toi, et cetera, et cetera, et cetera. Et je lui dis non. J'ai d'après l'auteur, enfin, et d'après ce que moi j'ai compris du livre, c'est que même si le plus souvenir le plus tôt que quelqu'un a de sa blessure d'abandon, c'est le fait que, par exemple, à l'école, par exemple, ta maîtresse voulait, enfin, oui, par exemple, pour ceux qui ont ceux qui vont à la crèche en jeune âge, 1 an, 2 ans, et que, par exemple, la maîtresse là-bas veut pas s'en occuper, et cetera, ou bien qui sentent de l'abandon dans ce cadre-là, c'est parce que la blessure a d'abord été vécue avec les parents à la maison. Donc, par exemple, quand ça se fait dans un autre environnement, en fait, c'est juste parce que c'est une autre entaille qui se fait, qui est faite à la blessure et qui rend la blessure de plus en plus profonde, en fait. Donc, bref, pour revenir à ça, c'est que ce que je voulais dire par rapport à l'abandon, c'est qu'un enfant peut se sentir abandonné dans certaines situations comme, disons, on a deux enfants en bas âge proche. Et donc, il y a un nouveau-né et l'enfant, il a 1 an et demi, 2 ans, même 3 ans. Et puis, l'attention des parents est portée sur le nouveau-né parce qu'on se dit, bon, toi, tu as 2 ans, là, tu peux commencer à te débrouiller. Non, mais même si les parents ne pensent pas comme ça, mais ils se disent, entre les deux, bah oui, le nouveau-né a plus besoin d'attention et d'aide que quelqu'un à qui on a déjà appris, entre guillemets, l'essentiel. Donc, dans ces cas-là, l'enfant peut se sentir abandonné. Ou même, disons que les parents décident, ah oui, bah écoutez,
Écoute, on va aller en vacances, là, on est fatigué, donc mais toi, on va te laisser. Mais on te laisse même pas parce qu'on se dit, par exemple, je vais te dire: «OK, je vais te laisser chez ta grand-mère» ou quelqu'un qui on sait, parce que les parents, quelqu'un en qui les parents ont confiance et se disent: «On va te laisser là et cette personne-là va bien s'occuper de toi et on peut tranquillement aller en vacances» et cetera. L'enfant peut vivre ce type de situation-là comme, un abandon. Ou, par exemple ou par exemple, c'est un nouveau-né et que donc l'accouchement a été très difficile et puis, la mère a du mal à s'en occuper et puis, disons le parent du même sexe doit s'en occuper, enfin doit enfin, un des parents est malade et c'est l'autre parent qui doit s'en occuper constamment. Donc le nouveau-né se sent abandonné par le parent qui ne s'occupe pas de lui. Donc, c'est fou quoi. Comme je dis en fait, c'est un sentiment comme quoi les perceptions, hein, c'est vraiment, enfin parce que vraiment moi ça m'a choquée quand je dis: «Mais tu t'en vas en vacances, tu le laisses avec quelqu'un d'autre, truc, c'est disons tu le laisses avec sa grand-mère ou son grand-père, ses grands-parents et cetera. Tu sais qu'ils vont bien s'en occuper, tu sais qu'il est entouré d'amour, mais l'enfant se dit: «Non, non, non, toi qui es parti pour me laisser là, C'est c'est fou quoi quand même. Bref, donc la blessure de l'abandon est souvent vécue avec le parent du sexe opposé. Donc ceux qui se sentent abandonnés ne se sentent pas nourris affectivement et cette blessure commence avant l'âge de 2 ans. Donc tu as un nouveau-né, tu as quelqu'un de 1 an ou un enfant de 1 an ou 2 ans, ouais, donc c'est vraiment la période en fait et ça et donc pour tenter de cacher la blessure, les personnes victimes de la blessure d'abandon, mettent le masque du dépendant. Le caractère du dépendant se définit comme suit. Donc, le dépendant croit qu'il ne peut arriver à rien tout seul. Donc, il a besoin d'un autre pour le supporter. Je pense que le masque, en fait, la définition du masque, en fait, se trouve même dans le nom du masque, le dépendant. Donc, on se met en situation où on dépend des autres, en fait. Donc, les dépendants n'aiment pas rester seuls parce que il va se dire: Je saurais pas gérer la solitude, je saurais pas quoi faire de moi-même». Donc le dépendant va en général faire toutes sortes de pirouettes pour qu'on l'aime, parce qu'il a peur justement d'être abandonné. Le dépendant a également peur de toute forme d'autorité. Donc si quelqu'un a une voix un peu trop sèche ou un peu trop autoritaire, donc le dépendant va l'interpréter, comme, interpréter que la personne qui utilise ce type de voix-là est quelqu'un de froid ou d'indifférent et donc lui, pour compenser, va être chaleureux, va s'efforcer d'être chaleureux. Même si, disons, toi, on est en train de te crier dessus, donc tu vas vouloir être chaleureux, en fait, garder toujours ton chaleureux pour être sûr que malgré ça, la personne ne t'abandonne pas, en fait. Donc, c'est ça. Donc, le caractère d'une personne avec le masque dépendant, c'est quelqu'un qui se victimise, quelqu'un qui ne considère qu'une relation que quand elle est, qui ne considère une relation que quand elle est fusionnelle. Donc, quelqu'un qui a besoin de présence, quelqu'un qui a besoin d'attention, quelqu'un qui a besoin de soutien constamment. Et comme je dis, en fait, le masque, le titre du masque, en fait, se trouve dans le nom du masque, en fait, définit tout seul, en fait, l'attitude ou le caractère de ce type de personne-là. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est un dépendant, genre quelqu'un de dépendant, en fait. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui demande, mais aussi c'est quelqu'un qui demande des conseils et qui ne les suit pas forcément aussi. Donc, voilà. Tout est balancé dans la vie. Donc, ces personnes-là, des personnes qui ont subi la blessure de l'abandon et qui, en retour, portent le masque du dépendant, ont quand même des forces. Donc, enfin, ce sont des gens très tenaces. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est des gens qui savent faire rire les gens, qui ont un don de comédien, en fait, qui savent tourner les situations en dérision. C'est des gens, en fait, qui reflètent, en fait, cette joie de vivre-là parce que, justement, ils veulent rester, que les gens aiment rester autour d'eux. Donc, en fait, donc, en faisant rire les gens, en ayant cette joie de vivre, ils attirent les gens naturellement vers eux. C'est des gens qui possèdent beaucoup de talents artistiques aussi et tout. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait rapidement le tour aussi de ce que c'est une personne avec la blessure de l'abandon qui porte le masque du dépendant. Donc là, maintenant, je vais passer à la prochaine blessure, qui est la blessure de l'humiliation. Et le masque que quelqu'un qui est victime d'humiliation porte, c'est le masque du masochiste. Donc, le mot humiliation est défini tel que suit. C'est l'action de se sentir abaissé, de s'abaisser soi-même ou d'abaisser quelqu'un d'autre outrageusement. Donc, les mots souvent associés au mot humiliation, donc des synonymes de ce mot sont abaissement, honte, dégradation. Donc la blessure, cette blessure-là en particulier est beaucoup rattachée au monde physique. Donc quand je parle du monde physique, l'auteur définit le monde physique comme,
le monde du avoir et du faire. Et cette blessure-là, en fait, s'éveille beaucoup au moment du développement des fonctions physiques du corps. Donc voilà pourquoi, en fait, on dit que la blessure est rattachée au monde physique. Elle apparaît au moment où l'enfant commence à être indépendant. Donc tout ce qui est manger seul. Et Dieu sait que pour ceux qui ont des enfants, vous savez, la première fois que vous leur donnez la cuillère, là, vous regardez vos murs après. C'est Andy Warhol qui est passé par là, hein. Donc le fait de manger seul, l'apprentissage de la propreté et il faut que je fasse une émission sur ça parce que c'est très important. Bref, et cette blessure est souvent vécue entre les périodes où l'enfant a entre 1 an et 3 ans. Donc, parce que c'est vraiment cette période-là où l'enfant commence à être indépendant, en fait. Donc, l'enfant se sent souvent abaissé et très contrôlé par un des parents. Il ne se sent pas libre de ses mouvements et a honte de son propre comportement. Et la blessure de l'humiliation est souvent vécue avec la mère. Le masque est le caractère lié à cette blessure. Donc, le masque lié à la blessure de l'humiliation est celui du masochiste. Le masochisme est le comportement d'une personne qui trouve la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Donc, encore une fois, un masque dont la définition, en fait, se trouve dans le nom. Donc, c'est quelqu'un qui recherche souvent la douleur et l'humiliation, et même souvent de façon très inconsciente. Donc, il y a des masochistes affirmés, il y a des masochistes qui ne savent pas qu'ils sont masochistes. Disons maso, ça va finir. Donc, comme le masochiste veut montrer qu'il est solide, genre, c'est pas quelqu'un qui peut se faire malmener et que, donc, on peut pas le contrôler, il devient très performant et en prend beaucoup sur le dos. Donc, le masochiste a l'air de quelqu'un qui contrôle beaucoup, mais c'est parce que il met en place cette image de contrôle, en fait, parce qu'il a peur d'avoir honte, en fait, de ses proches ou même de lui-même. Et je me rappelle de donner un exemple dans le livre où, quand oui, c'est des souvenirs. Quand elle parle de avoir honte de ses proches ou de l'autre, c'est, par exemple, un enfant qui, va se salir, en fait, genre, vous devez sortir, tu habilles bien ton enfant proprement. Toi, tu vas te changer le temps que tu reviennes, ça y est. Il a tout gâté, tu reviens. Mais ça, en tant que parent, tu l'apprends dans tous les cas. Tu prépares toujours ton enfant en dernier quand vous êtes prêt à sortir. Parce que tu le fais en premier, là, tu as perdu ton temps. Donc, voilà, quoi. Et donc, si jamais l'enfant se salit ou bien... Mais même des fois, ça peut être quelque chose de ridicule. En fait, c'est comme ça qu'elle explique dans le livre, c'est une petite tâche et tout. Et donc, ça va être l'humilier. En fait, donc, par honte, et disons, on n'a pas, la mère n'a pas le temps de changer l'enfant. Par contre, quand les gens vont venir, elle va dire, genre, ah oui, voilà, elle va expliquer toute la situation. Alors qu'en fait, bref, les gens n'ont pas besoin de savoir qu'en fait. Donc bref, donc en fait, c'est ce besoin de contrôle-là, en fait, qui drive, en fait, le masochiste. Parce qu'il se contrôle beaucoup, le masochiste, en fait, il a du mal à exprimer ses vrais besoins ou ce qu'il ressent vraiment. Parce qu'il a peur d'avoir honte, encore une fois, ou de faire honte à quelqu'un. Donc, c'est faire honte soit aux parents, soit se faire honte à lui-même. Et donc, au niveau de l'alimentation, le masochiste est souvent extrémiste, en fait. Donc, il mange gloutonnement ou il n'absorbe que de petites portions pour ne pas avoir honte, justement. Parce que, ah, tu manges trop, tu manges trop. Donc, attends, je vais manger un peu, un peu. Quelqu'un qui n'aime pas aller vite, quelqu'un qui se croit malpropre, quelqu'un qui se croit sans cœur et quelqu'un qui est hypersensible. Et en fait, pourquoi c'est vraiment, je connais vraiment quelqu'un comme ça et vraiment, ça m'a truqué, quoi. Bref. Donc, comme encore une fois, les masques, en se créant ces masques, les personnes qui sont victimes de ces différentes blessures-là aussi développent des forces qui viennent avec. Donc, les forces du masochiste sont les suivants. Le masochiste connaît ses besoins et les respecte. Et ça, c'est très vrai. Les masochistes sont très joviaux. C'est des gens qui aiment le plaisir et qui savent mettre les autres à l'aise. C'est des gens très sensibles aux besoins des autres et qui sont capables de respecter la liberté de chacun. Quelqu'un qui a une grande dignité et manifeste beaucoup de fierté. Donc voilà. Et j'en ai fini pour cette blessure. On passe à la prochaine. Donc là, on va parler de la blessure de trahison et le masque qui lui correspond, c'est le masque du contrôlant. La trahison se définit comme le fait de cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause ou d'abandonner quelqu'un.
Et le contraire de la trahison, c'est, la fidélité, la loyauté, le fait de garder ses engagements. Et donc la trahison va de pair avec la confiance. Donc plus de confiance, la personne victime de cette blessure-là se sent trahie. Donc la blessure de trahison est éveillée entre l'âge de 2 et 4 ans et cette blessure est vécue avec le parent du sexe opposé. Et en fait, cette blessure est, apparemment ancrée dans le complexe d'Oedipe plutôt. Donc, le complexe d'Oedipe, c'est en fait le fait que chaque enfant, c'est un complexe par lequel chaque enfant passe en fait et il tombe amoureux du parent du sexe opposé. Et donc, cette étape-là en fait arrive entre les âges de 2 à 6 ans. Et donc, c'est l'âge où son énergie sexuelle se développe inconsciemment. Et donc, pour bien passer la phase oedipienne, d'après l'auteur, l'enfant doit reconnaître que chacun des deux parents a contribué à son existence. Donc, chaque parent est essentiel, en fait, au fait que l'enfant existe. Lorsque l'enfant commence à développer des expériences de trahison, il se crée le masque du contrôlant. Donc, il se contrôle pour veiller à bien respecter ses engagements, pour être fidèle, pour être responsable, pour s'assurer aussi que les autres soient fidèles, responsables et gardent leurs engagements envers lui. Donc, en général, les personnes qui portent le masque du contrôlant prennent leur place. C'est des gens très physiques. C'est des... Donc, les personnes avec le masque du contrôlant, en fait, ont un regard intense et très séducteur. Et l'intensité du regard, en fait, leur permet de balayer, en fait, enfin, de vite, comment ça? Oui, contrôler leur environnement parce que juste avec un seul regard, ils savent exactement où ils sont, qui est où, comment et quoi. C'est quelque chose qui est naturel pour eux parce que ça fait partie de leur, c'est un besoin de survie, en fait. Donc voilà. Mais ce même regard, en fait, qui est utilisé pour, analyser et puis, analyser l'environnement et puis parce qu'en analysant l'environnement, ils essaient de contrôler l'environnement. Donc ce même regard-là est beaucoup utilisé, en fait, pour garder les gens à distance. Donc pour effectivement se protéger, pour ne pas que les gens autour de lui se rendent compte de sa faiblesse, de son impuissance ou même surtout pas de sa vulnérabilité. Donc les personnes qui ont le masque du contrôlant ont beaucoup de difficultés à accepter toute forme de trahison, que la trahison provienne d'elle-même. Donc c'est-à-dire, si quelqu'un avec le masque du contrôlant, en fait, prend un engagement qu'il n'arrive pas à respecter, il s'est trahi lui-même parce que c'est lui qui a donné un engagement qu'il n'a pas réussi à respecter. Mais aussi, il n'accepte pas la trahison qui vient de lui-même et il accepte encore moins la trahison qui vient des autres. Donc les personnes avec le masque du contrôlant, en fait, ont une très forte personnalité. Ils affirment ce qu'ils croient avec force et vraiment s'attendent à ce que les autres adhèrent à cette croyance-là. Ils sont très rapides dans leurs actions, ils peuvent et veulent comprendre rapidement. Et c'est des gens qui, en fait, en général, ont beaucoup de talent parce vu qu'ils comprennent vite, ils s'exécutent très vite aussi. Mais c'est des gens très impatients. C'est des gens qui se croient très responsables et forts et qui va dans les deux sens, en fait. Comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc, c'est soit quelqu'un qui va jamais tenir ses engagements et ses promesses, ou qui va aller dans l'autre sens complètement, qui va absolument se forcer, mais quelle que soit la situation qui arrive, va s'obliger à tenir ses engagements. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attentes enfin, lui-même et envers les autres. Donc, les forces des personnes qui ont le masque du contrôlant, c'est des gens très talentueux qui possèdent en fait les capacités d'un leader, les qualités d'un leader. C'est des gens aussi qui ont un don, qui savent tourner les choses en dérision en fait. Donc, et qui savent aplanir les tensions. C'est des gens qui possèdent le talent de parler en public. C'est des gens qui prennent des décisions rapidement, qui savent lâcher prise et puis qui savent performer aussi. Donc voilà. Et enfin, la dernière blessure, c'est la blessure de l'injustice et le masque du rigide. Donc l'injustice, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. Donc la justice se définit comme l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Donc tout doit être équitable, 50-50, mais littéralement aux cheveux près. Donc, les synonymes du mot justice, c'est la droiture, l'équité, l'impartialité, l'intégrité. Donc, quelqu'un qui a une blessure d'injustice,
En fait, c'est quelqu'un qui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur, donc il y a pas d'équité. C'est quelqu'un qui ne pense pas qui pense qu'il y a pas d'impartialité. Les gens sont partiaux envers, elle-même. Quelqu'un qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite plutôt, ou quelqu'un qui pense qu'elle a plus que ce qu'elle mérite. Donc ça va vraiment aussi dans les 2 sens, en fait. Et cette blessure, en fait, apparaît entre les âges de 4 et 6 ans. Donc au moment où l'enfant se rend compte qu'il est une personne à part entière, avec un tempérament, une personnalité à part entière. Et la blessure est souvent vécue avec le parent du même sexe. Donc parce que, l'enfant pense que ce parent-là est froid, en fait, ou perçoit, en fait, l'attitude de ce parent-là comme froide. Et donc pour, se protéger, en fait, de la douleur, de cette blessure-là, l'enfant crée le masque du rigide. Parce que le rigide, en fait, c'est quelqu'un qui va chercher la justesse, la partialité, l'équité à tout prix. Donc, quelqu'un de rigide, en fait, c'est quelqu'un qui va chercher, qui est très droit, en fait, même dans son attitude. C'est quelqu'un aussi, mais par contre, qui va craindre l'autorité parce que dans son enfance, on lui a appris que l'autorité a toujours raison. Donc, mais c'est quelqu'un en retour qui n'aime pas être remis en question. Et surtout si il se dit non, mais j'ai tout bien fait, j'ai été droit, j'ai été honnête, j'ai été impartial. Donc pourquoi est-ce que cette personne-là en retour se permet de me remettre en question? Donc ça aussi, c'est vécu comme de l'injustice. Donc les personnes rigides, en fait, un caractère sont des gens très exigeants, en fait, envers elles-mêmes, mais dans tous les domaines de leur vie. Donc, et il y a une partie dans le livre où elle parle des gens rigides, en fait, que c'est les personnes les plus à même de suivre un régime alimentaire, c'est les personnes rigides. Parce qu'elles sont très exigeantes envers elles-mêmes. Elles savent se contrôler, elles savent s'imposer des tâches parce que, en fait, le problème des personnes rigides, en fait, c'est qu'elles recherchent la perfection. Quand je parlais d'équité, ça va être aux cheveux près, littéralement. Donc, c'est des personnes aussi qui aiment, beaucoup que les gens autour d'elles savent ce qu'elles font pour dire, OK, comme ça après elles vont se récompenser, elles n'auront pas l'impression que les gens vont les juger parce que en se disant: «Ah non, il n'a pas assez fait, en fait». Donc il se dit: «OK, si je dis à tout le monde que j'ai fait ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça». Donc à la fin, si je me récompense, les gens vont se dire: «Ah oui, mais c'est vrai, il a fait ci, ça, 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 ça». Donc c'est toujours ce besoin d'équité, d'impartialité et cetera et cetera. Les personnes avec le masque du rigide n'aiment pas qu'on lui dise, ne croient pas à la chance, en fait. Parce qu'en lui disant qu'elle est chanceuse, c'est comme si, en fait, tu étais impartial avec elle. Donc tu crées de l'injustice. C'est quelqu'un aussi qui n'arrive pas à faire, la différence entre rigidité et discipline. La rigidité, en fait, c'est tu as ton objectif et tu travailles pour ton objectif, quoi qu'il t'en coûte. Tant que tu n'es pas arrivé à ton objectif, tu ne t'arrêtes pas. Alors que la discipline, c'est le contraire. Tu ne perds pas de vue l'objectif, mais tu sais quand est-ce qu'il faut prendre du repos. Tu sais quand est-ce que tu vas trop vite, quand est-ce qu'il faut ralentir, et cetera et cetera. Et donc c'est ce qui fait que le rigide, c'est quelqu'un de très, 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 très dur avec son corps. Et en fait, cette rigidité, en fait, où, ce ce contrôle, ce contrôle constant, en fait, crée beaucoup de colère pour le rigide, surtout contre lui-même, surtout quand il n'arrive pas à se contrôler comme il pense qu'il devrait se contrôler. Disons qu'il se contrôle pour une situation et finalement qu'il se laisse aller. Cette colère-là, en fait, donc c'est quelqu'un qui vit constamment dans la colère, en fait, pour se punir, en fait, de ne pas avoir été impartial plutôt, il va se comparer pour pouvoir se punir, en fait, pour dire: «Ah oui, tu vu, l'autre, elle a réussi à se contrôler, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Mais toi, comme tu pas réussi à te contrôler, voilà pourquoi tu te retrouves comme ça», et cetera. Et en fait, c'est pourquoi la comparaison, en fait, c'est quelque chose qu'il fait souvent, c'est parce que c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup dans son enfance, en fait, dans ces âges de 4 et 6 ans, en fait. On l'a comparé beaucoup à son environnement, à ses frères, ses sœurs, ses amis, à l'école, et cetera. Donc, c'est comme ça, en fait, que le rigide, développe ce caractère de perfectionniste-là, parce que c'est quelqu'un qui doit tout absolument faire tout, 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 tout bien. Donc, et quelqu'un qui demande pas de l'aide parce qu'il se dit: «Ça doit être lui, ça doit être lui, ça doit être lui, ça doit être lui». Quelqu'un qui parle avec un ton sec et raide, quelqu'un qui ne connaît pas ses limites, donc ne peut pas les respecter, et qui a aussi beaucoup de difficultés à montrer son affection.
Malgré tout, la personne avec, la blessure d'injustice et donc le masque du rigide est quelqu'un qui a quand même beaucoup de force, que c'est quelqu'un d'ordonné, d'excellent pour produire un travail qui exige beaucoup de précision. C'est quelqu'un qui est capable de simplifier, quelqu'un qui est très pédagogue, en fait, donc qui sait simplifier un concept et l'expliquer clairement. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit savoir au moment opportun. Donc, c'est-à-dire, il voit venir les choses, en fait. C'est quelqu'un de vivant, d'enthousiaste, de dynamique, qui n'a pas besoin des autres pour se sentir bien et qui sait faire face aux situations difficiles. Donc là, en fait, j'ai fait le tour des différents masques et des différentes blessures plutôt et des masques qui y correspondent dans mon analyse du livre de Lise Bourbeau. Que je vous conseille encore et toujours d'aller lire. Très, très, très intéressant, très, très, très instructif. Vraiment aucun regret. C'est, le temps que j'ai pris pour le lire n'a pas été perdu du tout. Donc le livre, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Maintenant, pour conclure ma courte analyse, de ce livre, je vais dire en fait, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit au début du podcast. On est tous humains. La perfection n'est pas de ce monde. Déjà, il faudrait commencer par ça. Comme je disais, je l'ai lu. Ça m'a permis de reconnaître ma blessure et mon masque, que je sais dont je n'ai pas parlé ici. Mais, bon, mais je me suis reconnue. Je me suis reconnue. Et peut-être que dans ma description, les personnes qui me connaissent, qui écoutent ça, on dira: «Ah oui, ça, c'est elle». Ce livre, en fait, m'a permis de faire une bonne, enfin, une introspection qui, je pense, était nécessaire, en fait, pour, essayer d'être la meilleure version de moi-même et pour reprendre, en fait, le témoignage d'un des papas dans mon émission sur la parentalité, on a tous nos traumas et il serait bête et et dommage, en fait, de transmettre nos traumas à nos enfants. Donc en fait, ils n'ont qu'à créer eux-mêmes leurs propres traumas. Parce ils vont forcément avoir des traumas, mais que ces traumas-là soient créés par eux-mêmes, quoi. Qu'on ne leur donne pas en plus, les nôtres. Et donc vraiment, voilà pourquoi en fait, ce livre est essentiel selon moi. Et en fait, ce qui est drôle, ah, drôle n'est pas le mot, mais en fait, c'est l'expression, quoi. Mais ce qui m'a oui, ça m'a fait sursauter dans le livre parce qu'il y a une des blessures et j'ai un peu reconnu ma fille dedans. Mais en fait, c'est à cause type de mots qu'elle utilise, en fait. Ça m'a fait sursauter et je me suis dit: «Ah mince!» Et effectivement, la blessure est vécue avec le parent du même sexe et je me suis dit: «Ah mais mince!» Et en fait, juste pour ça et ça m'a permis de me corriger et je suis encore en train de me corriger. Donc c'est pas que je me suis corrigée une fois, c'est fini. Je suis encore en train de me corriger. J'essaie beaucoup de me corriger avec elle et je me suis dit vraiment, juste à cause de ça, ce livre est très bénéfique. Franchement, Lise Bourbeau, que Dieu te rende ça au centuple, très franchement. Et je me dis en fait, c'est important, oui, comme je dis, c'est important, d'évoluer en fait en tant que personne en fait et ce livre-là, il contribue grandement, au risque de me répéter. En tout cas, sur ce, en fait, je vous remercie de m'avoir écoutée parce que je pensais à une conclusion et je me suis dit: «Non, je vais pas faire ça». Je vais juste conclure très simplement en disant que, je vous conseille, pour ne pas me répéter pour la 10e fois, 150e fois, oui, je vous conseille ce livre et comme je dis, ça peut sauver des relations, ça va sauver des relations, si ce n'est avec vous-même, si ce n'est avec les autres, vraiment avec vous-même déjà parce que c'est la relation la plus importante. On est, la relation la plus importante, la première relation qu'on a, c'est vraiment la relation qu'on a avec nous. Donc il est vraiment important de soigner cette relation-là avant d'essayer de soigner d'autres relations. Donc voilà, en tout cas. Sur ce, j'espère que cette courte analyse succincte qui dure quand même presque 1 heure. Mais j'espère que cette courte analyse, du livre vous aura donné envie, d'aller chercher le livre et de le lire et surtout vous aura donné envie de savoir, de connaître vos blessures et en retour donc les masques que vous mettez et surtout vous donnera envie d'être, une meilleure version de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le Baobab. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci et à très bientôt. Au revoir.